Alors vous êtes sur la base aérienne 942 Lyon-Montverdun, qui se trouve au nord-ouest de Lyon et qui est une base aérienne à vocation opérationnelle qui est servie par 1400 militaires de l'armée de l'air. Alors, le commandant de base a un rôle de chef d'orchestre. En fait, les bases aériennes sont les outils de combat de l'armée de l'air et de l'espace. Et donc il y a environ 25 bases aériennes et détachements air en France. Et chaque commandant de base aérienne a une vocation de chef d'orchestre. Donc faire en sorte que l'ensemble des missions opérationnelles réalisées par sa base aérienne soient au rendez-vous des exigences de l'armée de l'air et de l'espace. Ah, alors déjà, d'un point de vue strictement géographique, lorsqu'on connaît le Mont Verdun, on comprend que si on a l'intention de faire une base aérienne avec une piste de 2400 mètres de long, il va falloir creuser. Donc ça déjà, c'est pas possible. Et c'est tout simplement parce qu'à l'origine de la création de la base, donc ouverture de la base en 1973, à l'origine de la création de cette base était une base aérienne à vocation strictement régionale, avec une seule unité opérationnelle, le centre de détection et de contrôle, qui est encore un des 3 CDC actifs aujourd'hui. Et finalement, la base a monté en puissance au fur et à mesure des années, avec l'arrivée du Centre national des opérations aériennes et, de manière beaucoup plus marquante, l'arrivée du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le CDAOA, qui est responsable des missions opérationnelles classiques, donc hors mission nucléaire de l'armée de l'air et de l'espace. Et finalement, en fait, la base aérienne a pris au fil de l'eau une vocation de plus en plus opérationnelle, et c'est bien la preuve du fait que c'est pas parce qu'on n'a pas d'avion que l'on n'est pas pour autant opérationnel. Encore une fois, je trouve que l'expression du commandeur, en parlant du Mont Verdun comme de la base des bases, est une expression qui explique bien la réalisation qui est faite ici. Ici, tout se décide, mais en effet, la mission est réalisée par d'autres. Et on est en étroite collaboration avec l'ensemble des bases aériennes, transport, chasse, hélicoptères, etc. Alors déjà, on a des directives qui viennent de l'échelon central. On est directement sous l'autorité du major général de l'armée de l'air. On a des directives qui viennent aussi de nos différents commandements opérationnels et organiques. Donc, concernant la base aérienne, j'ai du personnel qui est sous l'autorité des différents commandements opérationnels et organiques de l'armée de l'air, puisque j'ai du personnel qui dépend du commandement de la défense aérienne des opérations aériennes, j'ai du personnel qui dépend du commandement des forces aériennes, responsable de la préparation des forces, j'ai du personnel qui dépend du commandement des forces aériennes stratégiques, puisque je vous ai parlé des centres de dévolution, j'ai du personnel qui dépend du commandement de l'espace, je vous ai parlé de la surveillance de l'espace, et j'ai du personnel qui dépend aussi de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Donc finalement, on transcende l'ensemble des commandements au sein de la base aérienne. Donc vous avez des informations qui viennent du haut. On a bien évidemment aussi non seulement l'autorisation, mais la consigne de rester en contact avec les hautes autorités en cas de difficulté. Je vous expliquais ça tout à l'heure. Un des points essentiels pour un commandant de base, c'est d'avoir conscience qu'il n'est pas seul. Alors déjà, il n'est pas seul vers le bas, puisqu'il a la responsabilité de l'ensemble du personnel qui est mis sous son autorité. J'aime à dire qu'un commandant de base est au service de sa base, et pas l'inverse. Et on n'est pas seul vers le haut, c'est-à-dire que dès qu'on a la moindre difficulté, on a une noria de personnes qui sont là pour nous soutenir. Oui, ouais, il y a ce qu'on appelle la HA. Alors, la particularité de la mission de la posture permanente de sûreté air, c'est étant donné qu'elle est éminemment stratégique et qu'elle nécessite une réaction éminemment rapide, en fait, il y a un lien direct entre le Premier ministre et la représentation de l'État au sein du Centre national des opérations aériennes qu'on appelle la HADA, la Haute Autorité de Défense Aérienne. Donc on a un ensemble d'officiers généraux et de colonels de l'armée de l'air qui ont reçu une formation extrêmement poussée pour justement se préparer aux différentes situations auxquelles ils pourraient être confrontés. Et cette haute autorité de défense aérienne
décide de faire décoller la chasse ou faire décoller les hélicoptères, ce qu'on appelle la MASA, les mesures actives de sûreté aérienne. Et là, en effet, on fait décoller les avions pour intercepter l'aéronef. Et c'est la HADA qui a la main sur cette mission. Mais ça veut dire qu'il faut quand même imaginer que, alors, à Lyon, on a justement un officier général, un colonel et toute une équipe qui est présente H24, 365 jours par an. Et autant vous dire que, contrairement à certaines missions de permanence, là, ici, ça dort pas. C'est-à-dire que les gens sont réellement actifs, donc c'est extrêmement prenant physiquement. Mais ça signifie aussi que sur plusieurs bases aériennes, qui peuvent varier en fonction du moment, on a du personnel navigant, des mécaniciens, qui sont prêts à partir précipitamment à l'avion. C'est-à-dire que, en gros, le pilote, il est déjà complètement équipé, prêt à partir à l'avion, H24, 365 jours par an. Et ça décolle. Hein. Je vous parlais de 350 interventions en 2020. Ça veut dire qu'on a quasiment décollé tous les jours pour assurer la posture permanente de sûreté air, et pas forcément que dans des situations critiques. Hein. C'est ce que je vous disais, en France, on a plutôt l'habitude du dans le doute, pas de doute, parce que justement, il faut une police du ciel de la plus grande efficacité, ce qui est le cas actuellement. Alors, encore une fois, les menaces qui sont des menaces étatiques sont des menaces qui sont parfaitement sous contrôle. Hein. Il n'y a pas de menaces étatiques à l'heure actuelle. Et il y a toujours cette fameuse, ce fameux traumatisme du 11 septembre auquel tout le monde doit se préparer. Hein. Et la meilleure manière de s'y préparer, c'est justement d'avoir une police du ciel des plus actives. Et après, de manière beaucoup plus diffuse, il y a le développement des drones. Et justement, entre le drone à vocation quasi militaire et le drone jouet, il est parfois difficile de faire la distinction. Et ça, c'est véritablement la menace du moment face à laquelle on doit se préparer, notamment dans le cadre des futurs Jeux Olympiques 2024. Le principe du Centre national des opérations aériennes est de mettre en place des DPSA, des dispositifs particuliers de sûreté aérienne, dans le cas d'événements particuliers. Et donc dans ce cas-là, on met en place une bulle hermétique avec l'ensemble des moyens de protection qui permettent de garantir la surveillance du ciel de manière ciblée. Et donc les Jeux Olympiques 2024 et la Coupe du Monde de rugby 2023 font partie des objectifs primordiaux, parce que bien évidemment il va y avoir beaucoup de gens à venir, et donc il y aura une augmentation et du risque et de la menace. Alors, le fait est qu'il y a essentiellement 3 légendes urbaines que j'ai pu entendre au fil de l'eau. Et alors, contrairement aux apparences, je ne lutte pas contre les légendes urbaines, mais en revanche, j'aime à les expliquer pour comprendre leurs origines. Et en effet, une des premières légendes urbaines, c'est de considérer que à l'intérieur de l'ouvrage enterré se trouvent les appartements du président. Alors, il faut savoir que le centre principal, il est à Paris, hein. Donc si le président devait être protégé, il n'aurait aucune raison de venir sur Lyon. Et j'ai envie de dire, si un jour on devait réellement prendre la mission nucléaire au niveau lyonnais, ça voudrait dire que la situation parisienne n'est pas simple. Et donc la position du président non plus. Le fait est que ce qui est avéré, c'est qu'en effet, la décision opérationnelle appartient aux politiques, et que bien évidemment, on accueillerait le politique pour permettre d'assurer la continuité de la gouvernance par le politique sur le militaire. Maintenant, il n'y a pas d'appartement dédié à la présidence. L'ensemble de l'ouvrage est dédié aux missions opérationnelles qui doivent être réalisées. Maintenant, on a ce qu'on appelle une capacité d'autarcie. C'est-à-dire qu'on est en capacité de fermer les écoutilles. Je dis les écoutilles parce que finalement ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans un sous-marin, de fermer les écoutilles et de travailler en parfaite autonomie.
qu'il s'agisse bien évidemment de l'énergie, on l'a évoqué, des systèmes d'information et de communication, mais également de tout ce qui est relatif à l'alimentation et au logement, puisqu'on a un certain nombre de logements à l'intérieur de l'ouvrage qui sont nécessaires au quotidien pour permettre à nos permanents de réaliser leur mission et puis de se renouveler, mais également qui seraient nécessaires en cas de mise en œuvre de cette autarcie. Ça, c'est la première légende. Deuxième légende urbaine, on a une piste cachée. Alors, on a en effet 800 mètres de couloir avant d'arriver au centre opérationnel. On peut éventuellement faire décoller un mini drone, mais qui décollera pas de grand chose, puisque de toute façon, il va rester dans l'ouvrage. Donc non, on n'a pas de piste cachée. Maintenant, c'est ce que j'expliquais initialement. Considérer qu'on est une base aérienne éminemment opérationnelle et qu'on n'a pas d'avion, ça peut paraître antinomique, et donc les gens se sont imaginés qu'on avait forcément une base, puisqu'on est une base super opérationnelle. Le fait est que c'est pas le cas. On n'a pas d'avion. Enfin, on a 3 avions en pot de fleurs. Enfin, 3 avions qui ont vocation à nous rappeler notre vocation opérationnelle. On a une hélistation qui est utilisée de temps en temps, mais dont la vocation n'est absolument pas la posture permanente de sûreté air. En revanche, en effet, on est la base des bases. C'est à partir de chez nous que tout est décidé. Et enfin, la troisième grande légende urbaine, ce sont nos deux fameux radomes qui contiennent des radars. Le premier qui est à l'heure actuelle opérationnel, le radar 23 cm, et le deuxième qui a vocation à très court terme à augmenter notre capacité de surveillance de l'espace aérien, le GM 406, et qui conduit à une légende urbaine sur le fait que c'est de notre faute si les débits sont faibles au Mont Vernin. Alors c'est pas vrai, mais je confirme pour le coup par contre que les débits sont pas encore extrêmement forts, mais je sais que les mairies locales travaillent énormément sur le développement de la fibre et que les habitants pourront très prochainement faire la décorrélation entre l'utilisation opérationnelle de nos radomes et l'arrivée de la qualité du Wi-Fi dans les villages.